Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus voir notre conférence. Le titre a été effacé. On avait comme titre « Et si les femmes n'avaient pas été éjectées ou évincées du numérique ?» On a décidé de faire un autre titre en fait. Parce qu'on a décidé qu'on était un collectif et qu'on s'appelait La Résille. Donc on va parler un peu de nous, on va se présenter. Je laisse Esther commencer. Bonjour, donc moi c'est Esther. Alors je me retrouve dans un festival de science-fiction et ma seule expérience de la science-fiction, c'est la lecture des programmes électoraux. Donc voilà. En tout cas, on va vous parler d'un travail d'imaginaire qui a duré un certain temps. Lila ? Alors, moi je suis illustratrice et graphiste et je fais un peu de tatouage et je m'intéresse aussi beaucoup au numérique et je suis féministe aussi. Du coup, ça mélange beaucoup de choses différentes et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on travaille à 3 ici, mais en fait on était plusieurs, on était beaucoup plus, sur des sujets qui rassemblent en fait de la politique et nos outils du quotidien. Bonjour, donc moi c'est Mélissa. Je ne sais jamais comment me présenter, il y a trop de casquettes. Je suis lectrice de science-fiction depuis très longtemps, donc ça explique pourquoi je suis ici. Je suis féministe aussi, ça explique pourquoi je suis ici. Et je fais de l'éducation populaire depuis un certain temps également. Et du coup, quand j'ai découvert le projet de la Résille, je me suis gentiment incrustée dans la conférence. Voilà. On va vous parler d'abord d'une initiative collective qui nous a beaucoup touchés. On va vous présenter les Ateliers de l'Antémonde, qui est un collectif qui a écrit et coécrit, enfin, qui a produit un livre qui s'appelle Bâtir aussi, et qui n'a pas fait que ça, puisque ils et elles ont développé des labos-fictions. Les labos-fictions, ce sont des ateliers d'imaginaire. Nous, on voulait voir ça aux Utopiales, en fait. Et comme on l'a pas vu, et comme ils n'étaient pas invités, on s'est dit on va les mettre sur la scène quand même. Et on va faire un peu comme des labos-fictions. Donc un labo-fiction, c'est un format de création collective avec un temps déterminé, un nombre de gens déterminé, où en fait on part d'un scénario de base et on va essayer d'imaginer qui on est dans ce scénario. On va faire un peu de jeu de rôle. Du coup, voilà, nous on a été invités aux Utopiales avec un peu une carte blanche. On s'est dit on veut fabriquer quelque chose aussi. On pouvait pas faire un labo fiction parce que vous êtes beaucoup et c'est pas nous les pros du labo fiction pour l'instant. Mais du coup, on voulait quand même raconter des choses. Donc on voulait parler de féminisme, on voulait parler de numérique et on voulait parler des labos fiction. Donc on s'est dit ça marche pas avec 300 personnes, mais on va produire quand même un travail d'imaginaire. Et on va inventer un point de départ. Donc on part du principe que c'est ce que vous avez probablement lu sur la présentation. On est dans les années 70. Les femmes sont encore majoritairement dans le numérique et donc dans la programmation, parce que c'est ce qui se passait historiquement. Elles développaient du logiciel, ce qu'on appelait du software, tandis que les hommes faisaient plutôt du hardware, du matériel, oui. Du coup, elles ont été repoussées de ce milieu-là petit à petit, et aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup, enfin beaucoup moins. Donc nous, on part de ce principe qu'elles n'ont pas été évincées, en fait. Elles sont toujours là. Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde où, en fait, on a encore des femmes qui sont dans le numérique, qui ont, en fait, toujours les mains dedans, qui, en fait, savent tout coder, qui ne sont pas reconnues pour ça, comme savoir faire le ménage ou la cuisine, par exemple, et qui sont en nombre réduit et qui, du coup, Internet n'est pas développé comme aujourd'hui, on n'a pas des réseaux sociaux ou ce genre de choses. Mais on a la Résille. Du coup, notre Internet s'appelle la Résille. On a décidé d'organiser des ateliers d'imaginaire avec plusieurs personnes et pour étendre un petit peu le contexte initial, ne vous inquiétez pas, dans notre monde imaginaire, le patriarcat est toujours là, le capitalisme aussi. On n'a pas trop changé les choses, quoi.
Et donc, nos ateliers d'imaginaire, on les a fait exclusivement avec des meufs. Donc, on a organisé 3 ateliers qui ont regroupé 14 participantes en tout. Donc, c'était des ateliers qui étaient enregistrés pour qu'on puisse en faire la retranscription écrite ensuite, pour garder une trace et puis savoir plus tard, décider plus tard ce qu'on allait en faire. Et donc, ça a fait plus de 100 lignes de dialogue, plus de 22 000 signes et 10 heures de travail de retranscription. Alors, pourquoi des lignes de dialogue ? C'est simplement parce que dans ces ateliers d'imaginaire, les participantes, du coup, s'imaginent vivre dans ce monde fictif et aussi imaginent comment elles ont pu se rencontrer dans ce monde fictif et ce qu'elles ont pu faire ensemble dans ce monde fictif. Et donc, ça a donné un jeu de ping-pong, un jeu de dialogue dans l'imaginaire. Et donc on est parti de ça. Et puis, on a fait plus d'une dizaine de réunions de travail pour, entre autres, aboutir à la conférence de ce matin. Et j'espère que, comme à notre accoutumée, on va beaucoup rire, et vous aussi. Alors du coup, comme l'a dit Esther, à partir du jeu de rôle des participantes, on a eu elles nous ont donné beaucoup d'idées, c'était super, on a bien rigolé. Et donc on a décidé de garder en fait du contenu et de le développer de notre côté. Donc on a créé des personnages qu'on n'a pas vraiment créés puisqu'en fait c'est elles qui l'ont fait en partie. On a juste développé, on a tiré les fils en fait. On a affiné et puis du coup on a 4 personnages. Donc on a Anna, qui est une maman célibataire de 43 ans, qui vit avec 2 enfants dans la campagne bretonne, dans un hameau collectif, qui anime des ateliers d'informatique, qui bosse comme développeuse et qui adore jardiner. On a aussi Laura, qui est une personne handi, qui a 19 ans, qui adore le cinéma, qui vit à Paris et qui en peut plus de vivre chez ses parents, qui adore la littérature, qui aime la SF et qui adore construire des choses. On a aussi Fatou, qui est une personne qui a 28 ans, qui est... du coup, on a fait des liens aussi entre les personnages. Donc Fatou, elle est en relation avec le dernier personnage qui est Cam, qui est docteur en sociaux, qui va sur le terrain, qui vit dans son camion et qui est super fab. Et qui adore faire de la radio. Et donc la dernière, c'est Cam, qui vit, qui est poli, qui co-gère un lieu collectif qui s'appelle le Compost, dans le sud de la France, et qui fait des études d'info chiantes, et qui vit beaucoup de la récup sur son lieu collectif. Du coup, les personnages, voilà, c'est un aperçu. On n'a pas développé plus de personnages, mais en fait, il y en avait beaucoup, puisqu'on était on était 14. On a probablement raté des trucs et probablement réussi des choses. Et moi, j'espère que les gens qui ont créé les personnages se reconnaîtront un peu dedans. Je laisse la parole à Mélissa. Oui. Alors, Lila a mentionné les lieux qui ont été imaginés, donc je vais les développer un petit peu. Donc, le lieu où on a le plus tiré de ficelle, c'est le lieu de vie de Cam, donc, qui s'appelle le Compost. Alors, pourquoi il s'appelle le Compost ? C'est pas complètement par hasard. C'est une référence à Donna Haraway, qui, dans Vivre avec le trouble, qui est paru en français il y a 1 an ou 2, je crois, 1 an peut-être, en fait, imagine le compost, l'endroit où on fait pourrir nos légumes pour les réutiliser dans les plantations, comme une métaphore de la mémoire vivante qu'on dépose dans notre société et qui en fait est transmise et réutilisée après, ce qui est un concept qui est très très queer, donc du coup on s'est beaucoup reconnu là-dedans. Donc on a décidé de nommer le lieu comme ça, et je ne sais pas si c'est très visible. Si c'est carrément visible, Lila s'est éclatée sur les jeux de mots des différents endroits. Donc voilà, je ne vais pas vous les lire, je vous laisse faire ça vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lieu ? Oui, pourquoi on l'a développé ? Parce qu'en fait, c'est là que va se dérouler un festival. Mais ça, c'est Esther qui vous en parlera après. En fait, plus que vous dire comment il est fait, je pense que ça se voit assez sur le plan. Je veux dire, il y a un potager, il y a une grande maison collective, voilà, il y a un atelier, il y a une bibliothèque, il y a plein de choses. Il est entouré de champs.
Ce qui fait que ça a créé des liens avec le voisinage, puisqu'en fait, il y a de l'entraide pour aller cultiver ses champs entre les voisins, les gens sur place, tout ça. On peut organiser des concerts, enfin bon bref, c'est un lieu idyllique, moi il me parle beaucoup. Je ne sais pas si vous avez si vous êtes déjà rentré dans un lieu collectif qui n'est pas juste une simple colloque de fête. C'est le genre d'endroit où quand on rentre, même si on n'a jamais mis les pieds ici, on est instantanément chez soi, on sait exactement comment se retrouver, et donc on n'a pas besoin de demander « est-ce que je peux t'aider ?» On peut regarder, la cuisine est tellement bien étiquetée de partout qu'on sait direct comment faire à manger pour 20 personnes, quoi. C'est un vrai bonheur. Voilà, j'espère pour vous qu'un jour vous verrez ce genre de lieu. Le deuxième lieu qu'on n'a pas tellement développé, mais qui nous est venu assez vite, c'est le camion de Fatou, pardon. Fatou, on a dit qu'elle était super fabuleuse. En fait, c'est surtout, elle est incroyable dans son rapport à la mode et dans son sens du style. Et donc, quand on vit en camion, avoir des trésors de mode partout et un placard gigantesque, c'est pas facile. Donc, il faut savoir que Fatou, elle est bac +12 en Tetris. Un camion hyper bien aménagé. Il est réaménagé presque toutes les semaines pour qu'il soit toujours parfaitement utilisable. Voilà. Bon, on a plein d'autres lieux, mais encore une fois, il y avait 14 participantes, donc quasiment autant de lieux de participantes. On s'est beaucoup concentré sur la campagne. Alors, moi, à titre personnel, je veux dire, comme je vis à Paris, des fois c'est un peu lourd, donc ça me permettait de me sortir un peu de tout ça, mais on a des personnages qui vivent en ville. On n'est pas dans la logique... tout le monde à la campagne, c'est là que tout se passe et c'est le paradis sur Terre. Plutôt, je pense qu'il y a des choses à faire. On pense qu'il y a des choses à faire un peu partout. Et donc, on a aussi quand même des initiatives qui se produisaient à la ville. On les a moins développées aussi parce que dans ce qui avait été imaginé, c'était pas forcément des choses qui étaient très réjouissantes, puisque c'était des initiatives qui avait lieu par exemple pour l'aide aux exilés, qui se produisait du coup sur des camps, donc c'était pas forcément les trucs les plus fun. On est content que ça soit produit dans les ateliers, mais voilà, quand on a décidé de dérouler un peu l'univers, c'est pas vers ça qu'on s'est tourné en particulier. Mais ça a donné lieu, cette idée d'aide sur les camps, à l'idée de faire des antennes Wi-Fi, et ça a donné lieu à un super projet après que Esther va nous raconter. Alors, comme vient de le dire Mélissa, on a cherché surtout à développer les imaginaires désirables, les futurs désirables dans ce monde un peu fictif. Et donc, on a notamment un peu tiré les ficelles d'un projet qui a émergé lors des ateliers d'imaginaire, qui est le Festi Wi-Fi, donc, qui a eu lieu 12-13 septembre donc, au Compost. Et donc, en fait, ce festival émerge de divers besoins qu'ont des meufs qui vivent à la fois en ville et à la campagne. Et donc avec ce besoin de pouvoir relier des campagnes ou des lieux de vie qui ne sont pas encore raccordés à la résie, et donc de devoir apprendre à fabriquer du réseau sans fil, en l'occurrence ici du Wi-Fi, puisque le Wi-Fi existe dans ce monde. Et donc le Festi Wi-Fi, en fait, est né de la rencontre du besoin de 2 personnes qui ont ensuite étendu la discussion à d'autres. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de la Résie, vous verrez le pad d'organisation du festival. Et donc, lors de ce festival, en fait, les personnes vont apprendre à fabriquer du réseau sans fil pour relier des tiers-lieux, etc., relier des camps de migrants. Par exemple, sur certains camps de migrants, c'est important d'avoir un accès à ça parce que ça permet aussi d'avoir accès à des services qui sont plus facilement utilisables via ce réseau que de se déplacer en préfecture ou ce genre de choses. Et puis, pour les tiers-lieux, eh bien, de pouvoir continuer à communiquer entre eux. Et donc, pendant ce Festi Wi-Fi, où le mot d'ordre, c'était « venez bidouiller avec nous », et donc, il y avait des ateliers pour fabriquer du réseau, des ateliers pour faire de l'électronique, apprendre un petit peu à s'emparer des technologies, en tout cas des savoirs
plutôt réservé au Mexis, et essayer de se dire peut-être que nous aussi on peut en faire quelque chose. Donc voilà, il y avait des ateliers d'écriture, des ateliers d'imaginaire, des arpentages. Donc vous savez, ces ateliers où on lit à plusieurs un même livre en se le partageant, etc., etc. Et puis bien entendu une bibliothèque queer. Et le deuxième projet qui a émergé des ateliers, c'est le réticule. Et le réticule, bon, je ne vais pas faire l'étymologie du mot et pourquoi ce mot-là ou ce nom-là a été choisi, mais en gros, c'est un équipement électronique qui est bidouillé par les meufs, qui sert à se connecter à la résille. Et donc, je le rappelle, dans ce monde, les smartphones n'existent pas. Et donc, c'est pour elles le moyen le plus simple de pouvoir interagir avec d'autres au travers de la résille, en le portant notamment au poignet. Alors, pas forcément au poignet, mais le porter au poignet, c'est aussi un signe, et là un signe social, et là je vais citer directement ce qui a été dit pendant les ateliers d'imaginaire, et de toute façon, moi je le porte au poignet et je le laisse visible pour bien dire aux gens que moi je fais de l'informatique et je finis pas le mot. Hein, mais voilà. Et donc, pardon si j'ai été un petit peu floue sur la présentation du festival, du Festi-Wifi, où je vous ai dit qu'il a eu lieu en septembre, mais il a eu lieu en septembre dans ce monde imaginaire. Et par contre, lui, le réticule, il est arrivé dans notre monde à nous, celui qu'on vit tout de suite, et c'est celui que je porte au poignet. Et alors, j'ai pas fait grand-chose avec, hein, mais au moins on sait quand il reste 10 minutes pour parler. Donc voilà, et en fait donc le réticule se porte au poignet, mais peut se porter ailleurs, et en fait est prévu pour, vu que les choses ne sont pas encore miniaturisées, eh bien, de travailler avec une batterie qui est dans un sac à main ou coincée dans un collant ou ce genre de choses. Et donc on a décidé de développer ce projet et même de le concrétiser, parce que, en tout cas moi à titre personnel, en fait j'ai très envie dans notre monde à nous là, de faire des ateliers avec des meufs où on fait de l'électronique pour s'amuser, pour découvrir ce que c'est et que ce ne soit plus réservé à une élite que de jouer avec des écrans, avec des loupiottes, etc., etc., quoi. Donc voilà, et donc c'est pour ça que sur un coup de tête, en fait, j'ai décidé de fabriquer le réticule, ce qui n'était pas forcément quelque chose de prévu initialement, quoi. La chose qui, je pense, a été super chouette entre nous trois dans cette expérience, c'est déjà de se former un peu comme un collectif et de fabriquer des choses. On a toutes les trois des intérêts communs, mais aussi des compétences différentes et des spécialités différentes. Et on a vraiment voulu chacune mettre la main à la pâte, quoi. Enfin, arriver avec nos savoirs, et on a enregistré du son, on a fait des faux messages de répondeurs que vous pouvez trouver sur le site, on a fait les dessins que vous avez vus, Esther a fabriqué le réticule, et j'espère qu'en fait c'est pas fini, parce que j'ai trop envie de voir comment on peut le bidouiller, parce que le principe c'est quand même que l'outil s'adapte à nos besoins, et donc on s'est dit pourquoi pas aller vers, pas juste faire de la lumière ou pas juste faire une montre, aller vers des choses qui correspondent à chaque personnage, avec des styles différents, avec des bracelets, pourquoi pas un peu funky, avec du stylisme à faire, etc. Et du coup, on a vraiment voulu toucher à différents aspects de l'imaginaire, et fait du jeu de rôle, écrit aussi. Mélissa a beaucoup écrit. Si. Elle veut pas le dire, mais oui. Mais en fait, voilà, on a voulu faire un truc collectif qui puisait dans nos ressources, mais aussi qui nous donnait vachement envie de fabriquer des trucs. Du coup, on va
on va vous parler en fait de politique derrière. En fait, juste avant, parce que pourquoi je dis que tu mens sur le fait que j'ai écrit, parce qu'il y a quand même une chose qui était très présente depuis le début avec ces histoires d'imaginaire, c'est que, mais Esther elle développera un peu, mais c'est que on voulait que ce soit vraiment accessible à tout le monde en termes de participation, et donc il n'y avait pas d'exigence d'écriture, ce ne sont pas des ateliers d'écriture, et en fait c'est arrivé assez vite que on ne voulait pas produire de l'imaginaire tel que on le voit tout le temps, où il faut absolument que ce soit écrit, construit, avec un début, un milieu, une fin, etc. On voulait vraiment s'émanciper aussi de ça et montrer qu'on pouvait faire de l'imaginaire autrement. Et du coup, c'est pour ça que je suis un peu réfractaire au fait que... Parce que je sais que j'ai écrit des bouts de machin, mais il n'y a rien de construit derrière, et voilà. En vrai, on a tout écrit, on a tout fabriqué, on a tout dessiné des trucs. Enfin, tout le monde a fait un petit peu de trucs, mais chacune avait un peu ses compétences, et du coup, on s'est amusé, quoi. Et du coup, pour parler de la dimension politique qui émerge en fait de cet imaginaire, en fait, en recoupant, en relisant les différentes histoires qui ont été élaborées au cours de ces ateliers d'imaginaire, en fait, il y a certains traits politiques qui émergent, sachant que, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais les personnes qui participaient à ces ateliers sont des meufs, pas forcément politisées, pas forcément à l'aise avec ce travail d'imaginaire, etc. Néanmoins, des traits politiques ont émergé. Alors, je crois que la Startup Nation dit synergie. Voilà. En gros, les meufs ont décidé de se rencontrer et de faire des trucs ensemble, quoi. Et donc, vraiment, dans les histoires qui ont émergé des ateliers, l'éducation populaire est vraiment quelque chose qui revient très fréquemment. Le besoin pour ces personnes de se retrouver, d'apprendre ensemble, de découvrir ensemble et de s'approprier ensemble des notions, des savoirs, des espaces qui ne leur sont pas forcément accessibles ou dédiés de prime abord. Et cette démarche, elle s'inscrit directement dans un féminisme matérialiste, puisque, comme je le rappelle, ce monde fictif est toujours capitaliste. Le patriarcat est toujours à l'œuvre, et le boulot des meufs reste un boulot de meufs, c'est-à-dire sous-valorisé, caché, etc., etc. Et par exemple, là où les meufs ont le plus d'emplois, c'est la banque. Parce que même dans ce monde fictif, la banque a besoin d'informatiser absolument tout. Et avec cette envie de faire un festival, donc le Festi Wi-Fi, eh bien, les personnes qui ont ensuite engrangé le pas à construire l'histoire de ce festival, il y a cette volonté de s'émanciper, mais pas s'émanciper individuellement, mais de s'émanciper par et pour le groupe, et à travers le groupe. C'est-à-dire que ces personnes-là, même si elles font toutes à peu près le même job, ont plein de choses à partager, plein de choses à apprendre, partager des curiosités. Ah, moi je sais faire ça, tu sais pas faire ça, ben, on va monter un atelier, pas forcément de façon formelle, etc. Mais vraiment créer du lien entre les personnes et de la passation de savoir chaud, de savoir froid. Dans cette volonté, du coup, de s'émanciper, d'être autonome, de ne plus forcément être dépendante de la bonne volonté du capitalisme pour faire des choses. Et ça, je pourrais l'imager de la façon suivante, c'est que dans le fonctionnement même de la résille, en fait, donc c'est un réseau national, international, et en fait, ce sont des ordinateurs, des gros serveurs qui sont interconnectés entre eux. Et donc, qui gère ces serveurs? Qui développe pour ces serveurs? Ce sont les meufs. Mais les mecs, eux,
utilisent toujours des Minitel. Alors les Minitel, bien entendu, ont évolué. On est en 2021, l'écran est devenu plat, maintenant il y a 8 couleurs. Et c'est un petit peu la miniaturisation de la voiture pour la mettre dans la maison. C'est un symbole de masculinité et de pouvoir d'avoir un Minitel. Et ce sont les meufs qui développent aussi les interfaces qui sont visibles sur les Minitel. Les lignes de production qu'on retrouve dans les usines sont pilotées via des Minitel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur les Minitel, vous appuyez sur un bouton, et en fait, ça va dire à un serveur qui est à l'autre bout de la planète, j'ai appuyé sur le bouton, peux-tu mettre mon écran à jour? Le Minitel, il est bête, il ne sait pas faire de calcul, il sait juste afficher des choses. Et en fait, l'une des façons pour ces meufs de s'approprier l'espace et aussi d'acquérir de l'autonomie, c'est de dire que nous, en fait, on va pas faire des Minitel. Nous, on va faire l'équivalent du Minitel, mais qui sait se connecter directement à la résille. Parce que le Minitel se connecte, comme on les a connus, les Minitel avant, se connecte à un serveur central sur son réseau à lui, avec ses protocoles à lui, là où les meufs ont décidé de faire quelque chose d'ouvert, où toutes puissent se retrouver, quoi. Et donc il y a vraiment cette notion, ce besoin, cette envie de réappropriation d'espace, donc qui a émergé lors des ateliers d'imaginaire, mais qui aussi est de plus en plus prégnant dans le mouvement féministe, mouvement queer, etc., dans notre monde bien réel d'aujourd'hui, quoi. Peut-être Lila ou Mélissa, vous voulez rajouter ça va venir sur la slide d'après. Okay. C'est bon, merci. Donc tout ce qu'on vous dit là, comme vous pouvez le voir, c'est très poreux en fait, avec la réalité de la vraie vie. Même nous, il y a des moments où ça devient difficile en fait de savoir qu'est-ce qu'on a imaginé, qu'est-ce qui existe en vrai. À partir du moment où on prend des objets de l'imaginaire et qu'on les transpose dans la réalité, le réticule il a une existence maintenant. Mais ce qui s'est passé quand même pendant les ateliers, c'est que au cours des discussions qu'il y avait, des interactions, du jeu de rôle, il y avait quand même à un moment une autre personne qui disait « Ah mais attends, mais ça existe en vrai !» Ce que tu es en train de décrire là, ce type de festival par exemple, ça existe dans la vraie vie. Et là où, quand on essaye d'imaginer une histoire un peu de son côté, on se dit « Ah, j'ai pas été assez original, merde, c'est con ». Ce qui s'est passé là, en fait, c'est plutôt de « Mais c'est super que ça existe en vrai. Ce mouvement social, il existe vraiment, mais je vais aller le rejoindre. » Je sais pas, qu'est-ce qu'on avait dit, mouvements sociaux, j'oublie. Cet objet, enfin bon, voilà, toutes ces choses-là. En fait, ça a plutôt donné de la force, de l'envie d'aller transposer, d'aller rejoindre les initiatives existantes dans la vraie vie, ou en tout cas de se renseigner dessus. Et donc, les ateliers d'imaginaire ont fait tremplin à ce niveau-là. Et donc, dans les initiatives existantes, nous, on a plutôt voulu vous parler des choses un peu, encore une fois, qui nous faisaient plaisir, qui nous faisaient envie, plutôt que de se concentrer sur les trucs, sur les parallèles avec la réalité pourrie du type les hommes monopolisent la technique. Et donc, alors là, il n'y a pas de lien, mais si vous allez sur notre site, le site de la Résie, il y a les liens à chaque fois pour chaque projet. C'est qu'un échantillon, il y a plein de choses qui existent. Donc on s'est évidemment beaucoup inspiré, parce qu'il nous traverse, du mouvement du DIY, donc le do it yourself, le fait de faire soi-même. Notamment, moi j'aime beaucoup parler du site iFixit, qui en fait donne des tutos et des notices en fait pour démonter et réparer ces objets, dans l'idée d'arrêter de jeter quand ça ne marche plus, alors qu'en fait parfois il ne suffit pas grand chose pour réparer, il y a vraiment des pas à pas pour pouvoir le faire. Voilà, ils sont amusés aussi à aller démonter des objets qu'on n'est pas censé pouvoir démonter, type un iPhone par exemple, pour essayer de comprendre comment c'est fait à l'intérieur. Alors ça recommande bien de ne pas le faire soi-même, mais parce que pour le coup c'est difficile à remonter, mais au moins on a une connaissance de comment c'est fait à l'intérieur, et donc pour moi c'est salutaire que ça existe. Le mouvement de guérilla knitting, donc, si vous voulez un exemple, c'est la photo qui est sur la présentation. En fait, ça c'est un parallèle direct, c'est-à-dire que le tricot et le crochet dans notre monde réel, c'est quelque chose de un peu mignon. C'est les femmes qui font ça sert pas à grand chose, c'est rigolo. L'informatique telle que les femmes l'ont conçue dans notre imaginaire, dans ce monde imaginaire, c'est un peu le même principe, c'est que
c'est bien mignon ce que tu fais, ton petit réticule et tout, mais c'est pas un truc vraiment important. Et donc, il y a le guérilla knitting, il y a ce mouvement en fait activiste qui est de remettre cette technique-là, qui est fondamentale pour nous habiller, dans l'espace public. Donc, voilà, par exemple, on habille des arbres. Alors, j'ai adoré parce que du coup, je suis un peu allée chercher si ça existait en français le mot guérilla knitting. Donc, il y a plusieurs traductions, mais on peut appeler ça le tricotag. Donc, voilà, moi je vais appeler ça du tricotag maintenant. Évidemment, on a beaucoup parlé, en tout cas, c'est pareil, encore une fois, c'était présent dans nos têtes, toutes les questions autour du cyberféminisme. Et donc, si vous voulez vous renseigner sur le cyberféminisme, il y a un index du cyberféminisme qui existe, un tableur en ligne qui répertorie toutes les références au cyberféminisme par ordre chronologique. C'est une mine d'informations, je pense que j'ai absolument pas tout cliqué dessus, mais donc, voilà, je vous invite fortement à aller le voir. Esther a parlé de qu'est-ce que ce serait en fait une infrastructure conçue par des féministes, et en fait ça c'est pareil, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est pas nouveau, ça existe. En l'occurrence, alors je pense que c'est parti de plein d'endroits, mais nous on est particulièrement familière d'une militante qui s'appelle Spider Alex, qui vit en Catalogne et qui a un collectif qui se pose la question d'un serveur réellement féministe, c'est-à-dire qui sert les femmes dans leur émancipation. En fait, ça donne quoi ? Comment ce serait fait ? Comment on fait pour aller lutter contre les biais sexistes qui gangrènent l'informatique depuis le début ? Et donc leur projet s'appelle l'Anarcha Server. Donc pareil, c'est en ligne. Voilà, moi, je fais la liste. Après, il y a eu des expositions, il y a eu plein de choses. Et évidemment, il y a eu la SF féministe, que ce soit les fondatrices. Je pense à Le Guin. On ne cite jamais Wittig ici. Wittig, c'est une essayiste, autrice, lesbienne, féministe, matérialiste, voilà, qui en fait a produit de l'imaginaire aussi. Je trouve ça vrai. Donc voilà, donc j'ai voulu l'afficher là. Je vous invite très fortement à lire Les Guerrières, ça donne une force monumentale. Et puis ensuite, toutes les personnes qui sont aussi issues de ces mouvements-là, et donc notamment Becky Chambers, mais en fait il y en a plein d'autres, mais on ne pouvait pas tout lister parce qu'il aurait fallu 3 heures de conférence. Donc, voilà. Alors du coup, on vous a parlé de la dimension politique, mais il n'y a pas juste une dimension politique, il y a aussi ce que ça nous a donné de faire ces ateliers collectivement. Du coup, on a fait une toute petite liste. On a voulu du coup mettre en avant des choses chouettes qu'on a vécues, et je reparle encore des labofictions parce que c'est de là que ça vient. On s'est retrouvés en non-mixité choisie, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas d'hommes cis dans nos petits labofictions. Et ça nous a donné beaucoup de confiance parce que la parole n'est pas la même quand on est en non-mixité. Ça nous a donné du pouvoir parce qu'on s'est lâché, en fait, on s'est donné les moyens de se raconter des choses, même si au départ, tout le monde était un peu frileuse. On était fatigués, voilà, on avait vraiment, au début de chaque atelier, on faisait un petit tour météo pour demander comment ça va, comment tu te sens, etc. Et la plupart des réponses, c'était il est 21h, je suis fatiguée, je sais pas trop ce que je fais là, parce que moi, j'y connais rien en informatique, et puis, mais bon, on va voir. Et à la fin, en fait, c'était plutôt, c'était trop bien, on va faire le festival quand, en fait, qu'est-ce qu'on va fabriquer et en fait, ça donnait ce pouvoir-là d'avoir envie de fabriquer des choses, ce qui a été plus ou moins, ce qui était déjà présent dans les labofictions des ateliers dans tes mondes. On a du coup fabriqué du collectif, c'est-à-dire on a fait des liens avec des gens qui ne se connaissaient pas forcément, qui avaient cet intérêt pour le féminisme, pour le numérique, pour créer des imaginaires, créer des choses. Donc un peu de science-fiction aussi, je pense. Et puis, en fait, on avait aussi envie de créer des choses à bidouiller. Donc, même si, en fait, les ateliers n'étaient que de l'imaginaire, on n'avait pas, c'était en ligne, donc on n'avait pas de réalité tangible sur de la bidouille, comme on parlait à Esther, sur le réticule ou ce genre de choses. Mais ça a donné envie de le faire. Et surtout, en fait, on voulait fabriquer des futurs qui donnent envie. C'est-à-dire
des futurs désirables, ce qui est aussi le cas des labofictions, où en fait on va partir d'un point de départ et en fait donner l'impulsion pour se dire ok, en fait je suis capable de faire ce truc-là. Et il y a une partie... tu veux continuer ou tu veux... Je sais pas si tu veux. Vas-y. Okay. En fait, on arrive sur la partie plus, j'allais dire méta. Merci Facebook de nous avoir volé aussi ce mot-là. Donc, en analyse, en fait, j'ai tendance à beaucoup analyser après coup en fait ce que je fais de manière un peu spontanée. Et donc, en lisant Donna Haraway, elle évoque les jeux de ficelles, donc qui sont ces jeux qu'on fait avec les doigts et où on raconte des histoires en bougeant les ficelles autour des doigts pour faire des évocations différentes. Elle fait le parallèle avec la science-fiction, de comment tout ça se nourrit. Alors je le retranscris, c'est très mal, hein, mais en fait, voilà, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ça qu'on a fait avec ces ateliers-là. En tout cas, c'est ça que ça a produit pour moi. J'ai eu l'impression d'avoir, moi, tiré une ficelle, de l'avoir liée à la ficelle de quelqu'un d'autre, et puis à la fin, on a fait une super construction qui nous a donné envie, en fait, de la poursuivre. C'est-à-dire quand on en parle à des gens maintenant, donc effectivement, il y a des gens qui nous disent, mais vous le faites, le festival, du coup? Alors, on ne sait pas, pour le moment, on n'a pas l'énergie, mais qui sait, un jour. Puis il y a d'autres personnes qui disent, mais est-ce qu'on peut ajouter des choses? Donc en fait, voilà, je sais pas, peut-être Sabrina Calvo nous fera une robe, peut-être si je le dis dans un micro, elle sera obligée de le faire. Voilà, on a un compte sur Mastodon. On se dit que peut-être il y a des gens qui auraient envie d'écrire des micro-fictions sur ce compte. Enfin voilà, il y a plein de choses qui viennent. Et ça a été théorisé par des gens. Et en fait, le fait de revenir sur des choses qu'on a fait spontanément avec juste nos envies de nous marrer et de nous donner de la force, en fait, et de réaliser que c'est quelque chose de vraiment éminemment politique, que c'est théorisé, etc. Ça fait qu'on se sent quand même super intelligent derrière, quoi, donc ça fait du bien. J'ai parlé des jeux de ficelle de Donna Haraway, mais en fait ça rejoint aussi ce que Ursula Le Guin a théorisé avec le principe de la fiction de panier, où en fait on crée des histoires avec ce qu'on a, avec notre bagage à nous, en fait. Et j'y pense parce qu'en fait là ça m'a remis aussi ce qui se passait. Moi c'est il y a un an, au moment où on était en train de travailler tout ça, j'étais dans un boulot qui était vraiment pas très agréable, en harcèlement moral et compagnie, bref. Et en fait les réunions de la Résille pour préparer pour continuer à développer cet univers, préparer cette conférence, etc. C'était un moyen pour moi, en fait, c'était un prétexte pour m'échapper dans les couloirs de l'entreprise, loin. Et j'ai des souvenirs, en fait, de réunions faites, moi, assise par terre, comme à l'ancienne, quand j'avais 15 ans au lycée, là, avec mes vieilles dogs pourries, et à être en train de me redonner de la force avec mes camarades et de se dire, mais ouais, on va faire ça, et ça, c'est super puissant. Et en fait, après, je revenais dans mon open space et enfin, on pouvait me dire ce qu'on voulait, en fait, on n'avait plus rien à faire, ça n'avait plus aucune importance parce que le vrai intérêt dans ma vie ce jour-là, ça avait été de bosser sur ça. Et ça n'aurait pas pu se faire sans ce collectif incroyable de meufs que parfois je connaissais pas, en fait, du tout, quoi. Donc ça a été assez formidable. Voilà. Et je crois que je suis pas la seule pour qui ça a produit ce genre de choses. Qui conclut? On n'a pas de conclusion, en fait. Et du coup, on n'a pas décidé qui concluait. Si, c'est toi? Je crois que c'est moi. Hein. Donc, en conclusion, on n'a pas de conclusion. Voilà. Néanmoins, donc, comme on vous l'a dit au début, on voulait à la base faire des ateliers d'imaginaire aux Utopiales. Mais pour notre plus grand bonheur, vous êtes trop nombreux, trop nombreuses. Donc, eh bien, on les a fait dans notre coin. Et du coup, on a profité de ce temps qui nous a accordé aux Utopiales pour vous parler de ce qu'on a fait, mais aussi et surtout de parler des choses qui sont importantes à nos yeux, sachant que toutes les trois, nous sommes dans la vraie vie, activistes et féministes. Et donc, pour nous, c'est important d'amener une dimension politique mêlée à de l'imaginaire dans un festival de science-fiction où, alors moi j'y connais pas grand-chose, mais les seules utopies que moi j'ai lues, c'est encore une fois les programmes politiques, mais j'ai l'impression quand même que dans la vraie science-fiction,
c'est plutôt la dystopie qui est répandue. Et en fait, moi, j'avais besoin, et nous, on avait besoin, en fait, d'une uchronie et d'utopie, des futurs désirables, où, en fait, les meufs sont centrales dans cet imaginaire, et pas juste reléguées à un personnage de second plan dans une histoire imaginaire. Et donc, en tout cas pour ma part, moi je suis heureuse et fière du travail qu'on a fait et très heureuse de le partager avec vous. Et du coup, Lila, Mélissa, vous avez certainement plein de choses à rajouter sur la conclusion avant qu'on passe la parole à la salle. Non, mais ça va redire ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est que tout ça, c'est entre la réalité vraie de maintenant et ce qu'on s'est imaginé sur le moment. En fait, tout ça est poreux, et c'est pas parce que c'était juste dans nos têtes et des choses qu'on s'est dites que ça n'avait pas d'effet concret. Et en fait, on a envie que ça continue et que, de la même manière en fait que nous, on s'est emparé des Labofiction de l'Antémonde pour en fait aller tirer nos propres univers. On a un peu envie de passer le relais, qu'il y ait des gens qui continuent à faire ça. D'ailleurs, nous, on nous a passé le relais aussi, en fait. C'est ça, à la base. On fait du grand passage de relais, c'est un peu la grande. Donc voilà, donc je pense que ouais, on va continuer à pondre des trucs. Je sais pas, peut-être que je vais avoir une nouvelle idée de répondeur. On avait un répondeur de 2 minutes 30 à vous lancer, on s'est dit peut-être ça faisait un peu long, alors on l'a pas fait. Mais il était très bien. Il est sur le site, quoi. Alors, en attendant, faites comme nous. Nous, on continue d'improviser, comme ce qu'on a presque fait là sur scène. Je trouve qu'on l'a vachement travaillé cette conf quand même. Oui. Moi, je suis quand même vachement à l'arrache. Merci. Passe la suite. Merci. Alors du coup, on a plein de temps pour des questions. Oui, là-bas. Merci beaucoup. Bonjour, je tiens à faire un aparté pour toi, Esther, en tout premier lieu. De ce que tu nous as dit, de ce que tu nous as exposé, tu te présentes comme néophyte en science-fiction. Tu as vraiment les bonnes bases de réflexion pour apprécier ce style pleinement, je te rassure là-dessus. Merci. T'as pas besoin de validation, mais je te la file quand même, parce qu'en plein milieu d'un festival de SF, c'est chouette pour toi. Il y a plein de choses merveilleuses qui t'attendent dans ce style-là, c'est clair et net. La question que j'avais envie de vous adresser est la suivante. Activiste, féministe, vous avez peut-être perçu, comme moi qui le suis aussi, c'est éminemment personnel, mais parfois une espèce d'essoufflement de la part des communautés féministes. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une certaine fatalité qui règne. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va encore trouver pour pouvoir continuer à avancer péniblement, un pas en avant, un pas en arrière? Et pour moi, c'est souvent dû justement à l'éclatement total de toutes ces merveilleuses individualités féministes, à fond, à 120%, mais chacune de son côté, qui se retrouvent d'ailleurs souvent sur Internet, mais qui ont du mal à créer cette unité. Et je me demandais si, grâce à ce médium que vous avez créé, qui est un jeu finalement, si vous aviez remarqué un peu plus d'unité que d'habitude, dans les sans doute nombreux cercles que vous avez côtoyés, dans les nombreuses manières de faire. Est-ce que le médium du jeu vous a semblé obtenir plus de succès pour créer une communauté et une unité féministe? Alors, on n'a pas présenté les ateliers spécifiquement en disant on va faire du jeu de rôle. Donc c'est pour ça qu'au début, les participantes étaient un peu déroutées. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est un atelier d'écriture? Non, j'y connais rien, etc. Mais comme l'a dit Mélissa, en fait, on avait vraiment à cœur d'être accessible le plus possible. Bon, évidemment, c'est toujours... jamais rien n'est parfait, en fait. On était sur Internet, donc il faut y avoir une connexion, il faut avoir un ordinateur, c'est accessible dans une certaine mesure. Fallait pas se déplacer, donc voilà, ça c'est chouette. Mais du coup, le jeu de rôle a permis, je pense, de fédérer, comme tu le dis, parce que justement, les mots faisaient peur au départ. Quand on a dit féminisme, bon, ça allait à peu près, mais quand on a dit Internet, oulala, on sait pas faire, qu'est-ce qu'on fait là, on sait pas, machin. Et en fait, le fil a été déroulé facilement, en fait, parce qu'au bout d'un moment, la parole se libère, comme je dis, la non-mixité joue forcément.
on se détend. On dit aussi qu'on n'est pas là pour faire des grandes choses qui sont forcément complexes, inaccessibles. On fabrique facilement, en fait, on montre qu'on fabrique facilement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à ce qu'on en refasse des ateliers. On n'en a fait que 3. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé qu'on en fasse d'autres. Il y a des participantes qui nous ont dit vous me dites si vous en faites d'autres, etc. Le format ne permettait pas qu'on puisse se mettre à 12 en ligne à ce moment-là. Et puis, les labofictions, ça marche avec des formats différents, par exemple, etc. Nous, on était vraiment au départ de ça. On n'a pas expérimenté des choses longtemps, beaucoup, etc. Mais ça a fonctionné sur ce moment-là. Je pense que effectivement, le médium du jeu effectivement a fonctionné, mais au départ, on savait pas ce qu'on allait vraiment en faire. En fait, on a fait du jeu de rôle effectivement, mais on savait pas si on allait écrire des histoires. On s'est dit en fait, on a envie de toucher à des médiums différents. On a envie de faire du son, on a envie de faire des images, on a envie de faire un pad complètement stupide sur une organisation de festival. Et on s'est dit, on va pas se limiter en fait à ce genre de trucs créatifs, mais ça a été un travail qui a été fait après les ateliers. Mais on s'est dit, une fois qu'on le présente aujourd'hui, c'est le moment de venir avec nous en fait, et justement de fédérer. En fait, je pense qu'aussi sur le moment, ce qui s'est passé, c'est que là où on n'a pas créé un collectif à proprement parler, enfin je veux dire nous 3, mais en fait on se connaissait déjà d'avant, c'est juste qu'on n'avait jamais vraiment travaillé toutes les 3 ensemble. Mais avec le reste des participantes, on a présenté quand même, on les a pas non plus laissées de côté depuis un an. Elles ont une idée de ce qu'on va présenter aujourd'hui. Elles ont une petite avant-première. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, en tout cas pour la première fois dans mon cas, j'étais pas en réaction à un truc pourri qui nous tombait sur la gueule et sur lequel il fallait réagir. En fait, on s'est posé, on s'est dit, là on a un temps calme, genre c'était la pandémie. Donc on a fait comme avec les enfants, on a dit, ok, temps calme, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là on s'est dit, ah ouais, on va respirer, on va prendre une grande respiration, et là on va se laisser rêver. Et ça, je pense que déjà ça nous a redonné de la confiance les unes envers les autres, même si on n'est pas forcément toujours hyper alignés politiquement. Et je pense que c'est plutôt ça dont on a besoin, en fait, c'est d'aller construire des imaginaires communs qui font que quand on a besoin de se retrouver pour lutter contre un truc pourri qui nous tombe sur la tête, on sait où sont nos alliés, en fait, on sait se rassembler. Et voilà. Et je pense que ça crée plus de choses intéressantes que d'être systématiquement, c'est ça, à courir après la montre, parce qu'en fait, nos adversaires politiques, ils sont vachement plus nombreux, et du coup, ils sont beaucoup plus prolifiques dans la connerie. Une autre question ? Oui, en fait, pardon, je suis juste là. En fait, votre labo-fiction me fait penser beaucoup à des communautés qu'on peut voir apparaître sur Internet, comme Eight Wonderland, qu'on a vu au début des années 2000, ou les fondations SCP, où c'est des communautés qui créent des fictions. Est-ce que c'est pas une nouvelle manière, en fait, de représenter une communauté sans avoir une personne, en fait, qui va prendre le leadership dessus ? Alors, moi, je ne connais pas les références en question. Alors, du coup, je veux bien parler. Moi non plus. Je sais, on n'a pas réfléchi à être une communauté, en fait. Ouais, en fait, je crois que c'est ça. On s'est pas dit, on va chercher l'anneau, tout ça. Enfin, on n'a pas de quête. Non, on n'a pas de quête. Enfin, si, la quête, c'est juste de faire du positif, de créer du positif ensemble, quoi. Mais on n'a pas de... Comment dire ? Les manières d'y arriver, elles sont multiples. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais c'est pas vraiment l'idée. C'est pas vraiment de ne pas avoir de chef. C'est en fait tout le monde a quelque chose à dire et à fabriquer. Et surtout dans ce domaine-là où en fait autant dans la SF que, enfin autant je sais pas exactement, mais dans la SF que dans le numérique, en fait les nanas sont, ou globalement même des minorités de genre en fait. Enfin, on dit les meufs depuis le début, mais nous on parle d'un point de vue plus global et elles sont pas beaucoup présentes, elles sont pas confiantes. Nous on a des tas de, sans parler de nous-mêmes, on a des tas de copines qui sont dans ces milieux-là et qui galèrent juste. Et du coup nous on avait envie de prendre la place aussi et de leur dire en fait vous pouvez la prendre. Parce que nous, on a eu la chance d'arriver ici, c'était aussi pour dire
c'est possible de faire des choses ensemble. Bon, pas forcément tout le monde ne peut pas forcément débarquer sur la scène des Utopiales pour faire une conférence d'1 heure, non, mais par contre, on peut fabriquer la résie, par exemple. On peut essayer de se dire ensemble, on va construire des choses et on a des choses à dire, quoi. Oui, et puis surtout que, en fait, ce qu'on a présenté là, c'est pas notre travail, c'est en fait le travail qu'ont fourni les personnes qui ont participé aux ateliers. Ce sont ces personnes-là qui ont créé les histoires de départ, et ensuite nous, on n'a fait que les prolonger. Et en tout cas, et juste rapidement pour refaire le point sur la question, c'est que faut bien comprendre que notre ambition de départ, c'est de faire des ateliers d'imaginaire en vue de peut-être faire une conférence. Sachant qu'initialement, la conférence était prévue pour l'édition de 2020, qui a été annulée à cause du Covid. Donc notre ambition de départ, elle est là. Et en fait, on se laisse porter par ce que le collectif produit et ce dont on a envie de continuer ou pas. En fait, oui, c'est ça. J'ajouterais que... donc la proposition de ces ateliers, donc c'est une proposition d'Esther et Lila, qui ont dit à chaque atelier, c'était très clair qu'elles n'allaient pas faire tout toutes seules et qu'en fait, si on voulait rejoindre l'initiative, c'était possible. Donc moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée à tirer les fils en fait, de ce qui avait été sorti en atelier. Mais donc c'était ouvert à tout le monde, on aurait très bien pu se retrouver à 15 à préparer cette conférence. C'est juste que les gens ont d'autres choses à faire. Ça aurait été le bazar. Déjà à 3, c'était pas simple. Mais moi, j'aurais trouvé ça cool. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que d'où on vient politiquement, on vient pas que du féminisme aussi. Moi, par exemple, je viens de l'anarchisme. Et donc, du coup, on n'a pas de... L'idée d'un chef, en fait, c'est pas... Ça, pour le coup, c'est pas dans mon imaginaire, quoi. Surtout, ce serait une. Déjà. Oui, mais tu vois, il n'y en a pas. Donc, du coup, il n'y en a pas. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ce qu'Esther disait. En fait, on s'est laissé porter par la vague. Où on voit, attends, ça nous amène là. Attends, on va aller voir par là. Et si on revient en arrière, il se passe quoi ? C'est aussi pour ça qu'on n'a pas de conclusion à proprement parler, quoi. Tout ça est encore très fouillis, quoi. Mais il y a de la matière pour aller s'enrichir. Et c'est pas terminé en plus. Oui. Il y a une question là-bas. Oui. Bonjour, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Dans la fiction que vous avez construite, vous avez renoncé à l'infrastructure matérielle du réseau telle qu'elle existe aujourd'hui. Je voulais demander qu'est-ce qui vous a amené à ça et qu'est-ce que ça ouvre ? En fait, on n'a pas laissé tomber l'infrastructure qui existe aujourd'hui. C'est qu'en fait, notre imaginaire démarre en 70. Et en fait, l'informatique n'a pas eu l'essor qu'on connaît aujourd'hui. Internet n'a pas eu l'essor qu'on connaît aujourd'hui dans notre vrai monde, là. Et donc, l'infrastructure non plus n'a pas suivi cette évolution grandissante, quoi. Et encore une fois, c'est pas un choix de départ de dire non, mais Internet, faut que ce soit complètement différent. C'est plutôt dans les concepts de départ, les petites graines qu'on a plantées pour l'imaginaire, il y avait cette dimension où l'informatique, c'est un truc de meuf. Et en tout cas, dans la tête des meufs, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des mecs, mais dans la tête des meufs, dès lors qu'on parle d'un boulot de meuf, c'est un boulot qui n'a que très peu de valeur aux yeux de la société, quoi. Et donc, forcément, c'est pas quand bien même ce que font les meufs est absolument génial dans la vraie vie et dans notre monde imaginaire, c'est quelque chose qui est très très peu visibilisé. Que ce soit dans le monde de la recherche, de la création, de la littérature. Enfin, on va pas faire une liste à l'après-vert, quoi, mais voilà. En fait, d'un point de vue purement technique, donc l'informatique, le réseau tel qu'on le connaît maintenant est basé sur le travail des meufs. Je veux dire, les premières personnes qui ont fait de la programmation, ce sont des femmes. C'est juste qu'à un moment, c'est devenu, je vais caricaturer, mais c'est devenu cool de faire de l'informatique et du coup, on a dégagé les femmes. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Donc, nous, en fait, ce qu'on a alors là, je vais parler de la vraie vie. Donc, l'informatique a explosé, Internet s'est développé de manière assez incroyable, et en fait, à la fois a commencé par s'ouvrir, enfin vraiment par se décentraliser, puis à se refermer avec les monopoles des GAFAM et compagnie. Et ce qui s'est passé, c'est que
en tout cas, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on on repose beaucoup sur les algorithmes. Or, on a tendance à penser que les algorithmes étant purement techniques, ils sont forcément objectifs, et on oublie qu'en fait, les gens qui ont créé ces algorithmes, ce sont les gens qui travaillent dans l'informatique, donc ce sont des hommes, ce sont particulièrement des hommes blancs, plutôt aisés, qui travaillent à la Silicon Valley, etc., etc. Tout ça, ça induit des biais sexistes, des biais racistes, des biais classistes, validistes, etc., etc. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'était qu'on ne voulait pas de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe si on imagine un Internet, parce qu'en fait, la Rési, c'est un Internet tel qu'on aurait pu le connaître il y a quelques années, et où du coup, on va pas aller, on n'a pas besoin en fait d'avoir des choses super efficaces, super rapides. Parce qu'on n'a pas besoin de connecter l'intégralité de la planète pour que le capitalisme continue à avancer à marche forcée. Et voilà, on arrive sur la fin, donc je vais m'arrêter là parce que je m'emballe. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup.